Nous allons aborder cet après-midi les fonctions cognitives appelées transversales, dans la mesure où elles concernent en réalité, elles sont mobilisées en même temps que l'ensemble des autres fonctions cognitives. Elles sont systématiquement impliquées dans toute tâche cognitive. Je veux parler des fonctions attentionnelles, des fonctions mémoire, fonctions mnésiques donc, et des fonctions dites exécutives. Alors, ces fonctions, donc, je vous l'ai dit, sont transversales, elles sont importantes pour tous les apprentissages, bien sûr, hein, et pour ces fonctions transversales, on dispose d'emblée de ces fameux outils précoces qui sont dans notre boîte à outils disponible à la naissance. Hein, on n'acquiert pas l'attention, on n'acquiert pas la mémoire, par contre, où les fonctions exécutives, elles sont là et on les développe. On peut favoriser leur maturation, on peut les rééduquer si elles sont dysfonctionnelles, mais donc elles sont bien présentes pour des raisons en lien avec l'évolution des espèces, comme je vous le disais ce matin. Michel Mazot, ce matin, a plusieurs fois évoqué, par exemple, le rôle du contrôle attentionnel en parlant des comportements ou des acquisitions automatisées ou non. Et on verra, j'anticipe un peu sur les fonctions exécutives, on verra que finalement ces fonctions exécutives ne sont mobilisées que si la tâche, justement, n'est pas routinière, c'est-à-dire si elle est compliquée ou si elle est nouvelle. À ce moment-là, on remobilise des fonctions exécutives. Donc, elles sont présentes à la naissance et après, donc, elles se développent en fonction de l'âge, en fonction des interactions à l'environnement. Depuis ce matin, vous savez que rien n'est développé ou acquis d'emblée. Tout est en interaction avec ce fameux environnement. Pour reprendre l'expression, tout n'est qu'épigénèse neurodéveloppementale. Elles irriguent toutes les autres fonctions, donc l'attention, rôle de filtre et de focalisation, la mémoire, mémoire de travail, importante pour l'accès au sens, on verra, et donc également donc, des fonctions de contrôle, de l'inhibition, de planification, d'organisation, de créativité, tout ce qui est sous le chapeau dit exécutif. On va démarrer par les fonctions attentionnelles et ce magnifique héron pourpré, famille des ardéidés, qui est en train d'essayer d'attraper une grenouille, et vous voyez qu'il est vraiment figé, et puis vous avez pu remarquer que très souvent, lorsqu'on veut prêter attention, en tout cas maintenant à mon âge, dans une conversation où il y a des gens qui parlent autour, je n'entends plus personne, peut-être un petit peu l'interlocuteur et l'interlocutrice, si je fixe bien un petit peu ce que son visage et ce qu'il est en train de me dire, sinon le brouhaha fait que je n'ai plus d'attention auditive sélective ou partagée. Voilà, donc le système attentionnel, donc l'orientation n'est pas une notion unique. N'est-ce pas? Quand on dit problème d'attention, en réalité, on parle d'un sous-système, d'un sous-processus du système attentionnel. Donc ça, il faut bien le comprendre, ce n'est pas quelque chose ni d'unique, ni de global. C'est un système dont les sous-processus sont en interaction les uns avec les autres. On les définira tranquillement en chemin. Là, vous avez donc la fonction d'alerte, la fonction d'orientation, la fonction exécutive attentionnelle, là c'est le plan 1, et puis donc les réseaux neuronaux. Ensuite, nous verrons quelques notions, comme d'habitude, développementales, et enfin, on abordera l'un des principaux troubles de l'attention, qui est le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et Virginia Douglas à l'époque, mais actuellement on le considère plutôt comme un trouble dit exécutif, ou comme un problème du côté exécutif, mais enfin, il y a quand même un aspect déficit d'attention majeur. Donc voilà, je suppose qu'en réalité, elle utilise bien la gomme, mais bon, imaginons que non, qu'elle se trompe de côté. Manque d'attention et de concentration, il ne fait attention à rien, il a de gros problèmes d'attention, une mouche le distrait, mais enfin, fait attention, se dit très souvent sur un autre ton, un petit peu plus incisif, il fait faute d'inattention en orthographe. Vous voyez que ces simples remarques de vie quotidienne, familiale ou de vie scolaire ordinaire, en réalité, renvoient à des processus attentionnels bien distincts, qui constituent donc ce fameux système dont on va voir maintenant. Donc la fonction d'alerte qui regroupe l'éveil cortical. Et donc là, je vous donne les trois, puis après on va détailler les définitions.
fonction d'alerte, alerte tonique, alerte phasique, vigilance, attention soutenue, la fonction dite d'orientation avec l'attention partagée, l'attention sélective, sélective isospatiale, partagée ou encore alternée, et puis donc la partie à laquelle Michel faisait référence ce matin, le fameux contrôle attentionnel, qui est rendu synonyme quelquefois, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, avec le contrôle cognitif de l'activité, bref, une autre fonction exécutive. Ça, c'est vraiment cette dimension contrôle. On est dans la dimension exécutive du système attentionnel. Tant et si bien qu'à l'heure actuelle, certains disent, bon écoutez, entre la mémoire de travail, qui est la dimension exécutive du système amnésique, le système attentionnel de supervision et l'administrateur central, bon, on va tout appeler fonction exécutive, on va considérer que c'est unique. Donc ce sont des courants de recherche actuels. Donc je vous dis ça pour vous dire qu'on n'en est pas au bout de ces modèles. Et ce que je vous présente, ben, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, ce sera autre chose. Hein. Donc là, à la fois pour des raisons pédagogiques, mais enfin, pour des raisons aussi d'avancer les connaissances, pour le moment, on considère qu'il y a des systèmes distincts. Le système attentionnel, repris de Posner, qui est un des auteurs majeurs dans le domaine, vous voyez que vous avez le réseau neuronal de l'alerte, donc ce sont les petits carrés qui se distribuent donc sur l'ensemble des réseaux, l'ensemble du cortex, mais aussi donc il y a une dimension sous-corticale. C'est Marcel Mesulam qui a commencé à parler des réseaux neuronaux distribués à grande échelle dans les années 80. Vous voyez que cette notion-là est relativement ancienne, mais un petit peu, comme toujours, ça a eu du mal un petit peu à mettre certaines autres formes de représentation de fonctionnels, donc à les rendre caduques. Le réseau neuronal de l'attention, ce sont les cercles. Là aussi, vous voyez que ça se distribue un petit peu partout. Hein. Ici, on a du temporal, là, on a du temporopariétal, là, on a du pariétal pur, hein. Là, on a les champs oculomoteurs, enfin, etc. Et puis, donc, le troisième réseau neuronal, qui est celui donc, des fonctions exécutives, ce sont les triangles, et vous remarquez qu'ils sont surtout localisés dans les régions frontales et préfrontales. Hein. Nous verrons un petit peu sur le côté dysfonction qu'il ne faut pas confondre syndrome frontal et syndrome des exécutifs. Donc voilà, donc vous voyez aussi que chaque sous-système du système attentionnel est supporté par un réseau neuronal distribué à grande échelle. Hein, j'en profite pour vous rappeler qu'on ne peut mettre en évidence une fonction cognitive que si on est spécifique, que si on est capable de mettre en évidence un réseau neuronal qui lui est dédié, spécifique. Je vous rappelle que c'est la propriété d'une structure réseau neuronal, la fonction cognitive et cette propriété. Donc là, vous avez 3 sous-systèmes, ils ne sont pas dans les découpages des théoriciens, ils existent bel et bien, ils sont inscrits dans les réseaux neuronaux en termes donc de modules au sens de plus forte connectivité entre certains neurones. Pour reprendre des notions donc de ce matin et vous les concrétiser, les matérialiser en quelque sorte. Donc la fonction d'alerte, la première dimension, pour parler vite, je pourrais dire que c'est le carburant du système. Hein. L'alerte tonique, c'est donc tout simplement quand vous vous réveillez le matin, le contrôle cognitif général de l'éveil. Eh bien, si votre niveau d'alerte tonique, c'est-à-dire d'éveil cortical, n'est pas bon, vous allez vous prendre le pied dans la margelle de la douche, ce qui va vous réveiller un petit peu plus, etc. etc. Et donc, c'est cet état d'éveil, bon, c'est un petit peu Denis de Glasgow, hein, un peu sorti de coma, en gros, c'est ça aussi. Voilà. Donc, on élève progressivement le niveau d'alerte tonique pour atteindre l'alerte phasique, c'est-à-dire la capacité de réagir à un stimulus d'apparition soudaine ou précédé d'un avertisseur. Vous voyez votre chien que vous adorez dans les pieds, vous n'êtes pas très bien réveillé, bon, vous lui marchez sur les pattes, il n'est pas très content. Si vous avez élevé suffisamment votre niveau donc d'alerte, vous allez réagir au fait que vous allez le voir traverser votre champ visuel, et hop là, le chien est devant moi, j'arrête. Donc, hein, c'est ça l'alerte phasique. Et puis, encore une précision, c'est que l'alerte tonique, vous allez être rendu compte totalement inconsciente. Vous vous réveillez, c'est l'état d'éveil cortical et sous-cortical, le tronc cérébral, la formation réticulée pour ceux qui savent. Et puis, à partir de là, ça se fait tout seul, vous ne contrôlez pas ça. Alors que l'alerte phasique, elle est volontaire et elle est donc transitoire, c'est-à-dire qu'elle est éphémère et liée au stimulus.
encore un petit degré supplémentaire dans l'éveil et vous avez atteint enfin un niveau de vigilance qui vous permet de prendre la voiture et de vous rendre sur votre lieu de travail ou de villégiature. Favori. La différence entre la vigilance et l'attention soutenue, oui, la concentration, attention soutenue, elle est simplement liée au nombre de stimuli qui apparaissent. Vous vous trouvez sur une autoroute la nuit, il y a du brouillard, il y a peu de circulation et il faut quand même surveiller les gens qui sont devant vous, qui apparaissent comme ça un peu brutalement dans votre champ de vision. Et là, votre niveau de vigilance est sollicité au maximum. C'est-à-dire, comme il n'y a personne, vous avez tendance, on est entre 3 et 4 heures du matin, vous avez tendance à plutôt vous endormir. Hein. Alors qu'en attention soutenue, eh bien, il y a beaucoup de stimuli à prendre en considération quasiment simultanément. Hein. Là, vous vous trouvez sur une paroi qui est à peu près du 7 supérieur, pour ceux qui font de la falaise. Et il faut prêter attention à tout, pas tellement les pieds, mais surtout les mains. Regarder un petit peu où on va, enfin, etc. Donc la concentration, c'est beaucoup de stimuli auxquels il faut faire attention, si je puis dire. La vigilance, il n'y en a pas beaucoup. D'accord, vous voyez un petit peu la différence. Mais vous voyez tout là, vous sollicitez cette propriété corticale et sous-corticale qui est électro-cérébrale, mais c'est plus que sous-corticale, qui est donc un niveau d'attention, un niveau énergétique, si j'ai pu dire. Et puis après, donc, vous allez utiliser ces ressources attentionnelles, vous allez les utiliser dans des tâches bien précises qui vont être du niveau donc, de la fonction d'orientation à travers l'attention sélective, isospatiale, partagée, alternée. On va voir ce que c'est. L'attention sélective a deux dimensions, donc la deuxième est presque plus importante que la première. En tout cas, c'est la deuxième qui conditionne la première. C'est la capacité de rester centré sur ce que l'on fait tout en inhibant les distracteurs. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable d'inhiber correctement les distracteurs, vous allez avoir du mal à rester centré sur ce que vous faites. Hein. Alors c'est la distractabilité, enfin, etc. Et dans les TDAH, troubles de déficit d'attention avec hyperactivité, c'est bien évidemment cette difficulté-là d'inhibition des distracteurs qui est en cause. Hein, qui est en cause. Donc l'attention sélective, c'est ça. Donc fortement mobilisé quand vous devez écouter ce que je vous dis pendant que votre voisine bavarde, imaginons qu'il y en ait une. Et donc, elle bavarde comme une pie, comme ça vous agace, et que je suis catalan, mais en occitan, ça s'appelle l'agassa, la pie. Alors, la prochaine fois que vous avez une copine qui vous parle, vous dites, hé, l'agassa. Donc, sélection visuospatiale, c'est la même chose, mais plongée dans un espace, temps, et où tout bouge simultanément. Hein. Donc, les éléments sont mobiles, vous êtes dans le flot de la circulation, vous devez faire attention aux scooters, aux piétons, aux voitures de devant, sur le côté, derrière, enfin, partout. D'accord? Donc, inhiber les distracteurs pour rester centré sur ce qui se passe pour conduire sans noter personne. L'attention partagée, vous trouverez dans la littérature aussi attention divisée, hein, c'est la capacité de mobiliser ses ressources attentionnelles sur deux tâches. Alors, quand elle est partagée, deux tâches simultanément, quand elle est vraiment partagée. Par exemple, lire, écrire et écouter. Hein, ça, c'est de l'attention partagée. Hein. Il y a aussi donc l'attention alternée qui se différencie par le simple fait que la focalisation est alternée d'une source de stimuli sur une autre. Hein. C'est-à-dire que deux tâches visuelles en particulier, vous ne pouvez pas raisonnablement les traiter simultanément. Il faut bien aller de la tâche à gauche à la tâche à droite, hein, à moins que vous ayez un champ de vision, une vision latérale extrêmement pertinente. Donc, partager et alterner, c'est à peu près la même chose. Il s'agit d'un partage de ressources attentionnelles sur sur deux ou plusieurs tâches, mais simplement, c'est en simultané ou c'est en alterné. Enfin, donc, la dimension exécutive, c'est le système de supervision, c'est le système de contrôle qui est mobilisé, comme l'avait dit, commencé à le dire, dans des tâches qui sont nouvelles ou qui sont complexes, hein, pour lesquelles donc cette mobilisation n'est pas du tout routinière, c'est-à-dire habituelle, classique. Donc, classiquement, la façon d'évaluer, ça peut être de mettre la personne, comme on dit, en surcharge cognitive. C'est-à-dire qu'elle va bien être obligée de distribuer ses ressources attentionnelles en hiérarchisant, en séquençant.
imaginons qu'on la plonge dans une situation où il y a 4 choses à faire à la fois, elle ne va pas pouvoir tout faire en même temps. Donc elle va se dire, bon, là il y a des priorités, je vais commencer par surveiller ça, puis surveiller ça, puis surveiller ça, puis surveiller ça, dans l'ordre d'importance, hein, du contrôle. Attention. Comment fonctionne donc cette dimension superviseur, la dimension exécutive? Il y a des mécanismes fondamentaux, sont ceux de la gestion de l'orientation attentionnelle. Hein, donc on l'a vu, l'exemple de la gestion des ressources attentionnelles, donc quand elle est partagée, hein, bon, on va commencer par séquencer, par se dire, voyons, c'est quoi le plus important, enfin, etc. Donc on gère vraiment l'orientation attentionnelle. Et puis après, donc, il y a cette idée que l'orientation attentionnelle, elle est régie par deux systèmes principaux, deux mises en jeu principales. Il y a l'orientation attentionnelle, donc, qui est la cible, un petit peu l'analogie du spot. Hein, on met en lumière une source de stimuli, on se déplace, on en met en lumière une autre. Hein, et donc, il y a deux façons de s'orienter. Enfin, là, il y a le processus est désengagement, réorientation et amplification, qui correspond à des phénomènes donc dits dynamiques et qui correspond à des mécanismes cérébraux bien particuliers. C'est le lobe pariétal qui désengage. Ce sont des structures, peu importe, c'est juste pour votre culture générale. Le colliculus qui déplace et le pubillard thalamique amplifie. Pour vous dire que tout ça, ça ne sort pas non plus du chapeau d'un théoricien. Ça a été bien démontré, notamment par Posner et Reckel. Donc voilà les structures du réseau d'orientation. Et après, on a deux façons de mobiliser cette orientation. L'une qui est dite exogène, parce qu'elle surgit de l'environnement. Hein, vous êtes en randonnée haute montagne, tout d'un coup vous avez un éclair, oups, ça arrête votre marche, vous commencez à regarder où est-ce que vous allez mettre les piolets, les crampons, parce que c'est du fer. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a un névé, c'est bien, je vais mettre sur le névé, et puis voilà. Et je vais attendre que la foudre ne tombe jamais sur les névés. Je vous le dis si vous faites de la montagne. Cette forme d'orientation, elle est dirigée par les événements, hein, et elle interrompt la tâche. D'accord? Elle est automatique, brève, involontaire, elle interrompt l'activité en cours. Et ça, c'est versus l'autre forme d'orientation. Hein, vous êtes passionné de nature et d'observation des oiseaux, eh bien, vous allez cibler un coin de la planète où vous avez des chances de voir ce que vous avez l'intention d'observer. Elle est par conséquent tout à fait volontaire, elle est intentionnelle, elle n'est pas liée à des effets d'attente, enfin, elle est liée à des effets d'attente, pardon, et elle est motivée par le projet du sujet. Tout ça pour dire à peu près la même chose sous trois formes différentes. Donc endogène, hein, ça veut dire intentionnel, volontaire, lié à des effets d'attente, etc. Et puis après, si ça veut bien, voilà. Donc, on vient de voir un petit peu l'architecture et la fonction des différents sous-systèmes. D'un point de vue développemental, les nourrissons, on le sait, Michel vous en a parlé ce matin, ils sont surexcités par la nouveauté, hein, le tétouillage est là, et puis la réaction d'orientation. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, le nourrisson, hop, tout de suite, d'accord? Donc, le paradigme, enfin, la méthode d'observation dont elle vous parlait, sollicite très fortement, évidemment, l'orientation exogène, puisque tout le coup, c'est quelque chose qui est extérieur, voilà, quelque chose comme ça, hop, c'est donc l'orientation là qui permet de mettre en évidence des fonctions cognitives précoces. Donc le nourrisson, il a ça d'emblée, hein, ils sont donc surexcités par la nouveauté, et dès 3-4 mois, le processus de désengagement, c'est-à-dire de retrait d'un lieu pour déplacer et réorienter vers un autre lieu de source de stimuli, ce processus, il est déjà là dès 3-4 mois. L'attention conjointe, dont nous avons dit aussi à propos de la cognition sociale et du développement du langage oral, vous voyez que cette attention conjointe, bon, c'est une redite par rapport à ce matin, elle est là entre 9 et 12 mois. Et l'attention sélective visuospatiale, donc, a un rôle clé précoce en permettant au bébé de s'orienter de façon sélective. Vous voyez très bien que du côté là aussi, l'articulation avec le développement des ingrédients de la cognition sociale. À partir de 2 ans, on a une émergence indiscutable des processus d'orientation endogène. Dans l'attention conjointe, le père ou la mère regarde quelque chose, l'enfant il va regarder ce que l'adulte regarde.
Là, c'est l'enfant lui-même de 2 ans qui choisit de prêter attention à quelque chose de bien précis dans son environnement. Hein, donc délibéré, lié à des effets d'attente, volontaire. À partir de 2 ans, cette orientation endogène vers une cible choisie et avec le maintien, la concentration, l'attention soutenue, c'est là. Et enfin, de 2 à 15-16 ans, eh bien tout ça, ces diverses fonctions attentionnelles vont maturer, mûrir, elles vont se développer. Hein, et ce qui est tout à fait remarquable, de façon tout à fait semblable entre les garçons et les filles. J'ai fait une recherche avec les Québécois qui ont mobilisé aussi l'Université de Mexico, qui a montré qu'entre 5 et 14, 15, 16 ans, les différents processus attentionnels, l'alerte phasique, elle est à peu près équivalente au fonctionnement adulte vers 9 ans, la vigilance. L'attention soutenue, il faut attendre un petit peu plus, c'est 12-13 ans. L'attention partagée, on est dans ces eaux-là, 12-13 ans à peu près. Et par contre, pour la dimension exécutive, on est rendu à 14, 15, 16 ans avant d'arriver à maturité fonctionnelle, ça veut dire équivalente à la fonctionnalité d'un jeune adulte. Donc, la trajectoire développementale est totalement indépendante de la culture. Les petits qui ont été évalués dans la presqu'île du Yucatan, qui n'ont pas de presse-bouton ou d'entraînement de toutes sortes, DS ou je ne sais pas trop quoi, là, ils ont des ressources intentionnelles qui sont bien là et qui se développent de la même manière que des petits anglophones ou des petits francophones du Périgord, le pays de l'homme, en préhistoire, qui, quand j'ai le Périgord, j'en profite, on fait un peu de pub, qui, j'ai dit comment ça, il est catalan ou il est... bon, je suis originaire des Pyrénées, mais je travaille en Dordogne. Et donc, si vous voulez, c'est tout à fait remarquable de voir que ces aspects dont on pourrait penser qui favorisent le développement, la maturation des fonctions attentionnelles, eh bien non. Donc tous les coachings que vous voulez, ça ne sert à rien. D'accord. De façon plus surprenante, par contre, garçons et filles ont des trajectoires développementales strictement équivalentes pour l'ensemble des processus attentionnels. Et on se dit, mais enfin, c'est quand même bien bizarre cette affaire-là, parce que dans le TDAH, trouble de déficit d'attention avec hyperactivité, en réalité, il y a toujours entre 3 et 4 garçons pour une fille qui sont touchés par ce syndrome. Comment ça se fait? On verra plus tard que pour différentes 10, il en est de même. Donc, vous avez dans la partie dysfonctionnelle de l'attention plus de garçons que de filles. D'un point de vue neurodéveloppemental ordinaire, la trajectoire est strictement équivalente. C'est quand même important à bien se mettre en tête. Donc, j'ai fait une transition toute simple sur un truc. Voilà. Alors, vous savez que le DSM-5 qui est sorti, ça y est, au mois de mai, fin mai, une présentation officielle qui est pas mal décriée, pour diverses raisons, a quand même mis quelque chose qui était réclamé par les cliniciens, à savoir un sous-type inattentif strict, parce qu'on rencontre en clinique courante bon nombre d'échelles Conners qui se révèlent négatives, ou pardon, qui se révèlent avec des comportements d'inattention en masse, mais dont l'évaluation par des tests normés d'attention, eux vont être négatifs. C'est-à-dire, au Conners, on a des comportements d'inattention, et quand on fait passer un test informatisé d'attention, parce qu'un test d'attention doit être informatisé, le papier crayon, il faut laisser tomber, eh bien, on constate que là, tout va fonctionnellement très bien. Ça veut dire que les comportements d'inattention ne réfèrent pas à un vrai déficit d'attention, sous-entendu des réseaux neuronaux supportant les fonctions attentionnelles dysfonctionnelles, mais ces comportements d'inattention sont la conséquence d'autres problématiques. Notamment, peut-être la conséquence de l'hyperactivité ou de l'impulsivité. Vous imaginez qu'un gamin qui saute partout, il y a des ruptures attentionnelles. Hein. Mais ça peut être aussi un enfant dépressif, stress, anxiété, performance ou autre. Il peut avoir des problèmes d'agitation et de comportement d'inattention. Ça peut être aussi dans d'autres contextes cliniques, la déficience intellectuelle, ce qu'on appelait avant les psychoses infantiles, le trouble du développement maintenant, enfin, etc. C'est pour ça que ce diagnostic, j'en profite au passage pour le signaler, le TDAH est un diagnostic différentiel. Hein, c'est-à-dire qu'il faut éliminer certaines hypothèses et mettre en évidence d'autres pour qu'on puisse se dire, voilà, là on a affaire à un TDAH. D'accord. Voilà. Alors, inattentif strict, dans la fonction d'alerte, donc vous avez difficulté à soutenir son attention, ne semble pas écouter, réticent pour s'engager dans des tâches nécessitant un effort mental soutenu, concentration, attention soutenue,
les plaintes concernant la fonction d'orientation, enfin les critères d'inclusion, ne parvient pas à prêter attention aux détails, facilement distrait, perd les objets, oublieux, ne suit pas les instructions pour les fonctions exécutives, a du mal à organiser les tâches et les activités. Ça, c'est ce que vous trouvez donc dans l'actuel DSM-5, le type inattentif strict. Je vous rappelle qu'avant, on avait TDAH, hyperactif impulsif dominant, TDAH, déficit d'attention, on devrait par conséquent dire comportement d'inattention dominant. Et après, vous avez donc le mixte, et puis maintenant, vous avez l'inattentif strict. Alors, quand on parle de TDAH, il faut mettre en évidence le DA, qu'on a affaire à un vrai déficit d'attention, encore une fois, supportant donc l'idée que ce sont des réseaux neuronaux sous-jacents qui sont dysfonctionnels. Puisqu'on en est dans les conclusions, je voulais généraliser ces propos aux fameux troubles spécifiques d'apprentissage et aux difficultés d'apprentissage. Il n'y aurait pas des controverses stériles sur Internet si les gens étaient un peu rigoureux sémantiquement. C'est-à-dire qu'une difficulté d'apprentissage réfère à des perturbations dans les apprentissages pour lesquelles on ne peut pas mettre en évidence de dysfonctionnalité neurocognitive sous-jacente. Si on veut parler de troubles spécifiques d'apprentissage, il faut être capable de mettre en évidence un trouble neurocognitif spécifique dessous. Vous avez vu à travers ce que Michel Mazot ce matin vous disait concernant les dysphasies, concernant les dyslexies et autres. Vous avez vu les réseaux neuronaux qui portent tout ça. Eh bien, elle vous a dit à plusieurs reprises, Michel, que s'il y en avait un ou l'autre là qui dysfonctionnait, on allait se retrouver avec tel ou tel type de dysphasie, de dyslexie, enfin, etc. Sinon, eh bien, on a les simples difficultés à apprendre à lire, qui devraient normalement se résorber, ou en tout cas qui ont une autre origine que neurocognitive, à savoir, sous le chapeau, on va mettre ça psychodynamique, c'est-à-dire affective, relationnelle, tout ce que vous voulez, hein, pathologie, déficience intellectuelle, trouble envahissant de développement, ou autre. Hein, donc, retenez bien qu'une difficulté d'apprentissage est d'origine psychodynamique, entre guillemets, hein, pour brasser large, et qu'un trouble spécifique d'apprentissage est la conséquence d'un trouble neurocognitif spécifique. Rappelez-vous, cerveau, fonction cognitive, comportement. Voilà, là aussi, il faut refaire le lien. Et nous en avons fini donc avec les fonctions attentionnelles qui sont indispensables pour l'apprentissage et qui évoluent avec l'âge, plus. Pour vous donner un ordre d'idée, il n'est pas du tout question d'évaluer les fonctions attentionnelles avant l'âge de 6 ans, sur un plan neuropsychométrique, entendons-nous bien. Hein, on peut trouver un enfant inattentif pour diverses raisons, mais de là à aller diagnostiquer un déficit de l'attention, non. On va dire qu'il y a des comportements d'inattention qui sont gênants, qui sont un peu préoccupants, on va garder un œil dessus, voir comment tout ça évolue, hein, où on va rechercher un petit peu les raisons. Mais on ne va pas dire, ah, il a un déficit d'attention à 4 ans. Ça n'a aucun sens en neuropsychologie de développement. Voilà.